Citoyens, citoyennes, sujets, sujettes, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. Vous savez, dimanche a eu lieu la manifestation des foulards rouges. Vous savez, ces gens qui nous expliquent que c'est pas une question de soutien à Macron ou pas, c'est une question de s'opposer au mouvement des Gilets jaunes parce que ce serait un danger pour la démocratie. Et un bon ami à moi, Nous Voulons Vivre, a fait une vidéo dessus. Il est allé dans la manifestation, il a interrogé des gens, il a interrogé non pas des trolls d'ailleurs, comme d'autres médias ont pu le faire, mais des vrais gens qui ont participé à cette manifestation. Il leur a donné la parole. J'ai demandé à Nous Voulons Vivre s'il m'autorisait à utiliser certaines séquences de sa vidéo pour que je puisse faire des réponses à chaque remarque de ces gens qui s'estiment donc des foulards rouges opposés aux Gilets jaunes. Donc je remercie Nous Voulons Vivre, je le remercie 1000 fois, et je vous mets le lien de sa vidéo dans la description. Moi je vais répondre à chaque personne, voilà, à chaque séquence, chaque remarque qui a été faite par ces foulards rouges qui ont été interrogés par Nous Voulons Vivre, mais je vous encourage, vous aussi dans les commentaires, à leur répondre. Vous aurez qu'à dire pour la femme à 1 minute 30, pour le mec à 3 minutes 50, etc. Donnez votre réponse à ces gens-là. Vous savez, j'ai pas beaucoup de respect pour eux, on va en parler tout à l'heure, mais quand même, voilà, on va leur répondre, on va leur montrer qu'on n'est pas une bande d'abrutis, nous les Gilets jaunes. Moi, je rappelle juste une chose, j'ai 2 Bac+5, je suis en thèse de doctorat pratiquement terminée, je vais la passer cette année, je suis professeur, je suis également père de famille, officier de réserve, je pense avoir beaucoup de qualités, intellectuelles, morales, je pense que vous en avez aussi, donc je crois qu'on peut leur répondre en essayant, je vous dis bien essayant, ça va pas être facile, mais en essayant d'être poli. Allez, c'est parti, on commence. Bonjour. Vous portez cette pancarte parce que Macron a bossé pour les Rothschild? Non, pas du tout, mais je porte cette pancarte parce que vous permettez de faire des questions en essayant d'associer encore une fois la supposée juiverie internationale à la bombe. Je ne peux pas parler de ça, moi. Solidarité, non? C'est antisémite. Une partie d'entre eux, ouais. Ceux qui restent, en tout cas. En allant chez moi, il y a une grosse pancarte au-dessus de la 3 marquée Macron putain juif. Je pensais que de mon vivant, j'aurais jamais à voir ce genre de truc sur les murs de ma rue. Donc, première remarque pour ce monsieur avec sa pancarte. Quel rapport? Quel rapport? Tu t'es dit, en te levant ce matin, le pays est à feu et à sang. Enfin, j'exagère un peu, mais quand même, on va dire que le pays est dans une situation vraiment, vraiment dramatique. Il y a des milliers de gens dans la rue qui expliquent qu'ils n'arrivent plus à vivre. Tu as vu, en te levant dans un mur en face de chez toi qui avait écrit Macron putain juif, tu as dit qu'il était absolument vital de rappeler que le grand problème en France, c'est l'antisémitisme. Je précise que je n'appelle pas à l'antisémitisme, évidemment, mais quel rapport? Tu te sens pas en complet décalage avec le monde dans lequel tu vis? Il y a des mecs qui sont en train de t'expliquer qu'ils n'arrivent pas à vivre dans le pays dans lequel ils sont nés, et tu te dis, quand même, le grave problème dans le pays, c'est l'antisémitisme. Je vais même pas parler de l'antisémitisme, la question n'est pas là, mais, enfin, tu te joins à une manifestation, en soutien, en fait, en réalité, en soutien à Emmanuel Macron, une manifestation qui explique que les Gilets jaunes sont un danger pour la démocratie, parce qu'ils osent enfin dire qu'avec 1500 € par mois, qu'avec le RSA, qu'avec le chômage, on n'arrive pas à vivre dans le pays dans lequel on est né, et tu t'es dit, tiens, je vais faire une pancarte disant qu'on est tous des juifs. Bah écoute mon gars, je te souhaite de bien te rendormir, parce qu'à mon avis, tu t'es réveillé pour quelques heures, et tu vas repartir dans ton lit pour dormir pour plusieurs années. Celui qui veut travailler, il trouve du boulot. Je suis désolé. Traverse la rue? Oui, non, mais c'est pas, il traverse pas la rue. Voilà. Mais des gens dans le Morvan où il n'y a pas de boulot, moi j'ai un neveu, il n'a pas de boulot dans le Morvan, et ben il trouve du boulot. Ah, alors, ce monsieur donc a un neveu, on en a tous des comme ça, un oncle qui ramène toujours tout à lui et à sa situation personnelle et familiale. Donc ce monsieur a un neveu qui n'a pas d'emploi, et qui, comme il n'a pas d'emploi, il en trouve un. Bon, déjà il y a un petit problème dans l'expression langue française, donc il a un emploi, quoi. Cher monsieur, le problème est-il d'avoir un emploi, ou le problème est d'avoir un emploi en rapport avec les études qu'on a faites, et qui soit payé suffisamment pour pouvoir vivre bien? Chez les Gilets jaunes, il y a des chômeurs, mais enfin la majorité des gens que je croise, ils sont pas au chômage, ils sont pas au RSA. C'est des gens qui travaillent,
Mais ce qu'il vous explique, si vous preniez peut-être 5 minutes pour vous décoller de BFM TV, ce qu'il vous explique, c'est qu'à 1500 € par mois, il galère, et que galérer quand on gagne grosso modo le salaire médian dans la sixième, ouais, on va dire sixième théoriquement, sixième puissance économique mondiale, c'est quand même pas normal. Donc vous faites une petite anecdote familiale. Bon, moi je trouve que c'est toujours ridicule de tout ramener à soi, mais puisque vous voulez qu'on en arrive là, je vais vous en faire une de mon côté. Je connais 2 personnes qui, chacun, ont un Master 2, donc c'est-à-dire un Bac plus 5. Et pas dans des trucs tout pourris qui servent à rien. Je parle de chimie organique pour l'un, et l'autre c'est une spécialité en mathématiques. Bien, ils n'arrivent pas à trouver de boulot dans leur spécialité. Mais en même temps, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas devenir comptables, ces gens-là. Parce que comptable, même si ça demande moins d'années d'études, ça demande quand même de repartir pour des études. Vous voyez? Donc ils sont obligés, si on suit votre logique, d'aller au McDo d'à côté, de déposer leur CV, et de dire « Non mais c'est bon, j'accepte de travailler à 1200 € par mois avec un Bac plus 5 en chimie organique. » En étant sorti, en plus, pour celui qui est en chimie organique, en étant sorti major de sa promotion. Écoutez, il y a un problème là quand même, cher monsieur. Vous trouvez que ça normal ? Vous vous dites pas, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas là, et donc il va gagner 1200 € par mois. Parfait. Il va pas s'en sortir. Il pourra jamais avoir d'enfants, il pourra jamais partir en vacances, mais voilà, ce sale con de chômeur, de machin, aura eu un travail. C'est ça que vous voulez? C'est tout ce à quoi vous aspirez dans votre existence? Si votre neveu, je sais pas quel est le niveau d'études de votre neveu, mais enfin, si votre neveu a un Bac plus 5, vous trouveriez normal qu'il se retrouve à récurer les toilettes à 1000 € par mois? Et même, d'ailleurs, est-il normal qu'un type qui récure les toilettes, qui fait donc un travail très difficile, soit à 1000 € par mois, même sans Bac plus 5? Et je pense que les policiers ont été suffisamment investis depuis près de 8 semaines. Ils en ont ras-le-bol aussi. Et moi je suis pour la police. Bien, alors là c'est un petit peu l'archétype mamie, retraitée, petite bourgeoise qui nous explique qu'elle est pour la police. Moi j'ai déjà fait une vidéo où je disais très clairement que la police n'était pas mon ennemi. Moi je suis militaire de réserve, je comprends tout à fait leur situation. Néanmoins, cette mamie, ce qui est énervant, c'est que je suis persuadé qu'au moment de l'affaire Théo, alors qu'aujourd'hui c'est complètement dégonflé, qu'on sait qu'il s'est pas pris une matraque dans le cul, volontairement en tout cas, sûr qu'au moment de l'affaire Théo, cette mamie elle expliquait que les policiers c'était la pire chose qui existait, et à chaque petite affaire comme ça, vous savez, elle devait se dire « Oh les policiers, vraiment quelle bande de salauds !» Là par contre il y a des gilets jaunes qui l'empêchent d'aller acheter son pain parce qu'ils tiennent un rond-point juste avant l'entrée de son village. Et donc elle voit sur BFM TV qu'il y a des affrontements, et cette petite mamie elle se dit « Moi je suis pour la police ». Alors chère madame, il faut être pour la police tout le temps, premièrement, si vous êtes pour la police comme vous dites. Ensuite, les gilets jaunes, à la base, ne sont pas contre la police. Je rappelle quand même à cette dame qu'au tout début du mouvement, il y avait même des fraternisations entre policiers et gilets jaunes. On se rappelle de ce moment où les policiers ôtent leur casque, je ne sais plus, je crois que c'était à Toulouse, quelque chose comme ça, vers fin novembre, où ils ôtent leur casque parce qu'ils comprennent très bien qu'en face, il n'y a pas de violence. Cette échelle de violence, c'est pas les gilets jaunes qui l'ont voulu. C'est pas non plus nécessairement le policier à la base. C'est la hiérarchie policière qui, justement, a eu peur de cette fraternisation entre policiers et gilets jaunes, parce que les policiers sont en fait des gilets jaunes en puissance. C'est des mecs qui gagnent 1300, 1400 €, qui ne s'en sortent pas. C'est ça la police, madame, aujourd'hui. Et si vous êtes pour la police, vous devriez aussi être pour une justice sévère. Vous devriez aussi être pour qu'on leur augmente leur salaire avant même la crise des gilets jaunes. Il fallait pas attendre que ces mecs se retrouvent obligés de frapper sur leurs frères de classe pour vous dire pour la police, chère madame. Il fallait le faire avant. Il fallait le faire quand on expliquait que la police, c'était le problème dans les cités. Alors que le problème dans les cités, c'est l'injustice, parce que les juges ne veulent pas condamner des gens qui devraient l'être. Vous n'avez rien à foutre, vous dégagez. Vous dégagez. Vous dégagez. Vous n'avez rien à foutre. Allez-y, pourquoi ils ont rien à foutre? Elle a le droit d'aimer Benalla comme Castaner. Benalla, c'est pas une assassin. Elle a le droit de l'aimer ou pas? C'est la démocratie. Elle aime Castaner, elle aime Benalla. Mais moi, je l'aime. Benalla, il casse ta gueule au casseur. C'est tout. Il a fait quoi Benalla de mal? Alors là, je vous avoue que ça semble... Ça semble presque incroyable, en fait, qu'un type arrive
se mettent à parler, pardon, c'est l'expression, mais petit nègre, comme on dit, quand quelqu'un parle un petit peu un français africanisé, fortement même, et t'explique que Benalla qui casse la gueule à Debec, c'est pas un problème, que lui ça lui va très bien, que Castaner, le ministre de l'Intérieur, il l'adore. Bon ben oui, il y a des surprises des fois, même chez les foulards rouges. Alors, je vais quand même répondre à ce monsieur, même si je pense que c'est presque inutile, puisque vous devez tous être en train de vous dire on va lui répondre tous ensemble. En tout cas, je l'espère. Ce qu'on reproche à Castaner, déjà, bon, ce qu'on reproche à Benalla, c'est pas tant maintenant au point où on en est, d'avoir cassé la gueule à deux mecs. Est-ce que c'était des casseurs? J'ai quelques doutes là-dessus, mais d'avoir cassé la gueule à deux mecs, c'est pas tellement ça qu'on lui reproche aujourd'hui. C'est les pouvoirs extrêmement étendus qui lui ont été conférés par ses liens avec le président de la République, déjà, et on aurait bien aimé savoir aussi d'où venait ce monsieur Benalla. Tout comme on aimerait bien le savoir aussi pour monsieur Castaner, le ministre de l'Intérieur. Ses relations, notamment avec le milieu qu'il avoue lui-même, hein, je parle de la mafia évidemment, mais ça, là il n'y a pas une théorie du complot les gars, hein, sur le fait que Castaner ait des relations avec la mafia. Il l'a dit, il l'a répété, amplifié, enfin il l'avoue très naturellement. Et qu'il arrive comme ministre de l'Intérieur, oui, déjà, premier point, voilà, on peut se poser quand même pas mal de questions. Deuxième point sur lequel on peut se poser pas mal de questions, c'est cette volonté manifeste d'aggraver la situation avec les Gilets jaunes. Moi, j'ai grandi dans les années 90, j'ai 30 ans. Je me souviens pas d'un ministre de l'Intérieur ou d'un président de la République qui, à ce point, n'ait jamais tendu la main comme ça aux manifestants. Et au contraire, les ait insultés aussi constamment. Déjà, ça démontre à la fois qu'il n'y a aucune peur de la rue, ça c'est une chose, mais ça démontre également que peut-être il y a un plan derrière ça, visant à ce que les Gilets jaunes aillent toujours plus loin, pour peut-être les discréditer. Le couple Mélenchon et Le Pen est un couple aussi étrange, singulier, sur lequel il y a lieu de s'interroger que le couple Poutine et Trump. D'accord? Et si vous voulez, parce que j'ai vu le monde... On se mette la Russie, les États-Unis à dos? Vous voulez qu'on se mette et la Russie, les États-Unis à dos? Qu'on dise la vérité. Et la vérité, c'est que ce sont deux empires. Et que l'Europe ne vise pas à être un empire, mais à pouvoir exister, refondé, sur des bases saines et solides. Or, qui est-ce que vous voulez voir? Qui est capable aujourd'hui en Europe de proposer cette vision? Il y a un monsieur qui a des compétences, qui a des capacités, il y a un monsieur qui a une vision, il y a un monsieur dont on peut être sûr qu'il n'est pas intéressé à se remplir les poches. Non, mais si, même en étant Girold. Comment? Même en étant Girold. Alors là, je sais plus quoi dire. Alors là on est tellement en plus sur un stéréotype du bobo, enfin je veux dire, ne serait-ce que dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de se vêtir. Alors, je sais qu'on ne doit pas juger un livre à sa couverture, mais quand même, il y a des choses qui choquent un petit peu. Puis d'un coup, tu vois qu'il porte un drapeau français autour de lui, et tu te dis, ça colle pas du tout au personnage. À mon avis, en plus, ce mec, ça a l'air d'être un mai 68, qui n'a jamais aimé le drapeau français, qui l'a jamais servi, et qui d'un coup, juste avant la manif, s'est dit, tiens, je vais aller m'acheter le drapeau français pour montrer que je suis patriote, etc., parce que ça coûte pas grand-chose. Qui là nous explique qu'il y a un rapprochement, enfin, vous avez vu, vous, un rapprochement entre Mélenchon et Marine Le Pen? Non, parce que les deux soutiennent vaguement, alors très très vaguement, il faut bien le dire, les Gilets jaunes. Il y aurait un rapprochement entre les deux. Alors, papy, t'inquiète, on est encore très très loin de l'Italie, hein. Le jour où ça arrivera, effectivement, tu auras peut-être un peu mal aux fesses, mais on en est encore très très loin. Ensuite, le rapprochement Poutine-Trump, je vois pas trop... Enfin... ce rapprochement en termes de relations internationales, c'est les mêmes personnes qui, il y a quelques années, vous expliquaient quand même que le rapprochement entre Clinton et Boris Yeltsin était extraordinaire. Par contre, là, Vladimir Poutine, là, c'est une catastrophe. Et là, par contre, rassurez-vous, il faut refonder l'Europe, les gens. Il faut refonder l'Europe. Et pour ça, on a Emmanuel Macron. Évidemment, on a bien compris de toute façon que le projet Foulard Rouge aussi, c'était d'abord du macronisme, évidemment, c'est des gens qui ont voté Macron, mais en plus c'est des gens qui veulent le fédéralisme européen. En fait, on leur a expliqué que grosso modo, l'Europe, ça allait être la préservation des transformations sociétales et la préservation de leur intérêt économique, notamment de leur
épargne, parce que ce sont des gens, là, principalement les foulards rouges que j'ai vus, sont des gens qui appartiennent à une classe sociale qui est quand même supérieure à celle des gilets jaunes, ce sont des gens qui ont de l'épargne. Je les critique pas pour ça d'ailleurs, hein. Au passage, je sais très bien d'avoir de l'épargne, il faut épargner pour faire des projets, etc. Tous les Français devraient pouvoir avoir de l'épargne. Néanmoins, on leur a expliqué que si un jour ils quittaient l'Union Européenne, ils allaient perdre une partie de cette épargne. Ce qui, objectivement, on pourrait en parler pendant longtemps, n'est peut-être pas tout à fait faux, mais ce ne serait qu'une petite partie de cette épargne. Et là, oh mon Dieu, non. Non. Moi, je veux garder mon épargne, et je veux qu'il y ait des spectacles de transsexuels le 14 juillet sur le perron de l'Élysée, parce que c'est ma vision de la société. Et si je quitte l'Union Européenne, je sais très bien ce qui va se passer, c'est le nazisme et le fascisme qui vont revenir, c'est Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, et moi j'y suis opposé. Non mais, monsieur, mais vous êtes vu, enfin je veux dire, là on est dans le stéréotype, quoi. Je sais que des fois, dans les Gilets jaunes que j'ai interviewés pour la chaîne, etc., il y avait des petits stéréotypes de classe, de populaires, etc., mais là c'est le bienvenue à Boboland, quoi, hein, c'est, je sais plus quoi dire, presque, enfin, ça me semble incroyable que ce genre de personne puisse exister, ça je pouvais le concevoir, mais qu'il puisse avoir des revendications tout en critiquant le bas peuple aussi officiellement, genre aussi publiquement, le bas peuple étant pas pour moi une insulte, je m'estime membre du bas peuple, mais ça me semble incroyable. La démocratie, donc le RIC, vous êtes pour? Non, la démocratie, parce que la démocratie, on est dans une démocratie représentative. On ne peut pas soumettre toutes les lois à des référendums sans cesse, parce que c'est pas une façon de... Un référendum, c'est oui ou non. Une loi, dans un parlement, elle est débattue pendant des semaines et des semaines, elle passe en commission, elle est amendée, elle est discutée, et un référendum ne permet pas ça. Un référendum, c'est blanc ou noir, c'est oui ou non. Et la démocratie ne peut pas fonctionner comme ça. Vous voyez, il y a plein de choses qui se disent sur le fait qu'on n'est plus dans une démocratie, etc. Vous vous rendez compte qu'il y a des pays dans lesquels il n'y a vraiment pas de démocratie, hein. Vous allez voir des pays où il n'y a pas de liberté de la presse, où il n'y a pas où les gens sont emprisonnés, etc. Où les gens sont mutilés pendant les manifs. Oui, alors la police a été plus qu'exemplaire dans ces manifs-là, et je pense que vous pouvez pas dire ça raisonnablement. C'est pas possible. Ah, alors eux, je vous avoue, monsieur, madame, que c'est mes préférés. C'est mes préférés de toute la vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en les voyant eux, j'ai l'impression de voir quelques-uns de mes collègues agrégés qui toute leur vie ont voté au Parti Socialiste en disant qu'ils étaient de grands démocrates et qui, là, à l'heure où ils pourraient faire montre un petit peu de cette empathie pour la démocratie, pour le peuple, etc., montrent exactement le contraire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur, évidemment, parce qu'ils savent que si le RIC devenait une réalité, on pourrait revenir sur des lois comme l'abolition de la peine de mort, etc., etc. Et évidemment, même contrôler plus durement l'immigration. Et ça, évidemment, ça leur plaît pas. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des démocrates, ce sont des républicains. Ce n'est pas la même chose. Eux, ils protègent un projet sociétal qui est bien défini. La démocratie, c'est, on va dire, la forme politique, globalement, qu'ils donnent à ce projet sociétal. Mais si à un moment la démocratie ne leur convient pas, ils vont faire primer ce projet sociétal sur la démocratie. J'ajouterai, cher monsieur, que oui, la Ve République est une démocratie, allez, on va dire ça, pardon, ça m'échappe un petit peu, mais on va dire c'est une démocratie représentative, mais toutes les démocraties ne sont pas obligatoirement sur la base du représentatif. Et encore, une démocratie représentative, les élus peuvent avoir un mandat impératif, c'est-à-dire qu'ils peuvent être démis de leurs fonctions s'ils ne vont pas dans le sens de ce qu'ils avaient proposé au moment de leur élection. Donc démocratie représentative, ce n'est pas la seule forme de démocratie. Par contre, je voudrais répondre également à la dame, parce que là, il va falloir arrêter avec ça à un moment. Je me demande si ces gens ont voyagé une fois dans leur vie. Quand ils disent on est connu dans le monde entier pour les droits de l'homme, pour la démocratie, la France, pays des droits de l'homme. Les enfants, moi j'ai voyagé dans 37 pays différents. Des pays européens, des pays africains, des pays asiatiques. Le seul continent réellement sur lequel je n'ai jamais été, c'est le continent américain. J'avais pas les moyens, d'ailleurs, de me payer un hôtel, etc., de me payer grand-chose. Donc ce que je faisais, c'est que j'ai toujours une grande qualité. J'arrive à me faire un réseau social, j'arrive à me faire des amis, etc. Et donc j'allais loger chez des gens dans ces pays. Voilà. Et généralement, c'était des gens qui allaient des classes moyennes inférieures
à la petite et moyenne bourgeoisie. Alors, j'ai pas assez côtoyé les classes populaires de ces pays, mais je peux vous assurer que ce soit en Inde, au Pakistan, en Chine, dans la plupart des pays d'Europe de l'Est, là j'en ai connu beaucoup, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Afrique du Sud, que ce soit... Enfin, j'ai été dans beaucoup de pays. Quand je parle de la France, on ne me dit pas « France, pays des droits de l'homme ». C'est faux. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de dire que la France est connue dans le monde parce qu'on parle du pays des droits de l'homme. C'est faux, c'est archi faux. Peut-être dans cette espèce de grosse bourgeoisie mondialisée, peut-être que c'est vrai. Mais dans 90% de la population de ces pays, quand on dit le mot France, ce qui vient à l'esprit des gens, c'est l'élégance, l'art de vivre, la culture à la française, l'histoire de France, les châteaux, les paysages, etc., etc. Une certaine vision de ce que doit être Paris. D'ailleurs, demandez aux Chinois et aux Japonais qui ont été à Paris, ils ont été assez déçus par rapport à ce qu'ils attendaient. Mais c'est pas le pays des droits de l'homme. Enfin, c'est pas ce que les gens retiennent. Voilà. Les gilets jaunes, ce sont des gens qui ont deux voitures. Ce sont des gens qui ont deux voitures et qui trouvent trop cher d'y mettre de l'essence dedans. Et voilà, Papy Casse-Couille, celui qu'on attendait tous. Enfin, c'est qu'il y en a eu quelques-uns des papys précédemment dans la vidéo, et là, des papys Casse-Couille, c'était tous un petit... Papy et Mamie Casse-Couille. Mais lui c'est particulier. Bien sûr, oui, t'as raison, Papy. Les gilets jaunes ont tous deux voitures, c'est tous des hyper bourgeois, et ils se demandent, ils demandent juste encore un peu plus d'argent. Mais déjà, premièrement, ce monsieur, visiblement, doit avoir la soixantaine. Il a vécu, allez, on va dire, les années 60-70, un peu plus que la soixantaine, il doit avoir 70. Il a dû vivre les années 60. À un moment, vous avez été, cher monsieur, d'une génération privilégiée. Je ne vous en fais pas le reproche. Je ne fais pas partie des gens de ma génération qui estiment que parce que votre génération a été privilégiée, et elle l'a été, je dois vous en vouloir. Non, pas du tout. Tant mieux pour vous. Par contre, arriver et donner des leçons de morale après avoir voté toute votre vie pour un ensemble de glands et de débiles qui nous ont mis dans cette situation, mais quelle honte! Mais quelle honte! Mais vous n'avez pas honte de vous? Enfin, c'est incroyable quand même. Vous avez voté pour des nuls toute votre existence. Vous avez accepté l'immigration massive. Vous avez accepté la perte des droits sociaux. Vous avez abandonné votre peuple. Vous profitez vous êtes la dernière génération à avoir profité des acquis sociaux qui avaient eu lieu juste avant votre génération. Et vous osez critiquer... Alors, je vais vous dire une chose, cher monsieur. J'ai dit tout à l'heure, j'ai 2 Bac plus 5, je suis en thèse de doctorat bientôt terminé, je suis professeur, je suis officier de réserve de la Marine nationale, j'ai servi mon pays, et très honnêtement, cher monsieur, je n'ai pas les moyens d'avoir une deuxième voiture. Voilà, je n'ai pas les moyens d'avoir une deuxième voiture. Actuellement, je suis dans un lieu que je n'ai pas demandé, qui est un des pires départements de France, et pourtant l'immobilier est très cher. Pour pouvoir me loger dans un quartier décent, ça me coûte très cher par rapport à mon salaire, et je n'ai pas les moyens d'avoir une deuxième voiture. C'est juste que je n'ai pas les moyens. C'est vraiment ça. J'ai fait le compte, je ne suis pas débile, j'ai fait le compte mathématique, j'ai regardé le truc, j'ai fait, j'arrive pas. Par rapport à ce que je paye pour ma première voiture, si je dois payer à peu près la même chose pour ma deuxième voiture, je n'y arrive pas. Et espèce de... Pardon, là je vais être obligé d'être un peu dur, mais espèce de débile, est-ce que vous pensez réellement que si un prof n'y arrive pas, est-ce que vous pensez que les mecs qui sont à 1005, qui sont à 1000, qui sont au RSA, vont arriver à avoir 2 voitures? Sincèrement. Voilà, il faut, à un moment, il faut un peu reprendre les gens. Vous êtes d'une génération qui nous a foutus dans la merde. Je ne vous en fais pas le reproche personnel, c'est une constatation. Et vous osez arriver et critiquer des gens qui n'acceptent pas de se contenter de survivre dans un des plus beaux pays de la planète. C'était Alexandre du Cercle Richelieu. Voilà, une dernière chose avant de nous quitter. Le Cercle Richelieu a créé un compte Tipeee. Mais alors, avant même que vous vous énerviez, etc., on ne vous demande pas de tiper. On ne vous demande pas de donner un pourboire. Vous allez sur notre compte Tipeee, vous avez la possibilité de voir une publicité. Pour chaque 30 secondes que vous regardez de publicité, ça nous fait gagner 1 centime. Si vous regardez toute la publicité, je crois qu'elle fait 3 minutes, on gagne 6 centimes. C'est ça qu'on vous demande. Si je pouvais annuler la fonctionnalité donner un pourboire, je le ferais. Simplement, apparemment, ce n'est pas possible. Si quelqu'un sait comment, je suis preneur, mais apparemment, ce n'est pas possible. Si vous voulez quand même faire un tips,
Voilà. Nous, on vous en empêche pas. Évidemment, on va pas vous dire non, ne le faites pas avec ça. Mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande, si vous voulez bien regarder cette publicité pendant 30 secondes, vous n'avez pas le droit vous ne pouvez pas changer d'onglet, vous pouvez pas faire autre chose en même temps. Ça doit être sur votre écran principal, la publicité. Par contre, vous pouvez enlever le son. Et si vous acceptez de la regarder pendant 30 secondes, ça nous fait 1 centime. Si vous acceptez de le regarder pendant 3 minutes, ça nous fait 6 centimes. Et ça nous aidera pour les projets, et ça, on va en reparler dans une prochaine vidéo.